Bonjour, bonsoir, on est entre les deux à toutes et tous. Je suis évidemment très très heureux d'être présent ce soir et puis de vous voir si nombreux pour parler ensemble de Simenon. C'est une grande joie de participer à ce cycle Simenon, écrivain total, et mes remerciements vont forcément aux organisateurs pour leur invitation, dont Benoît Denis, Jean-Marie Kickenberg et puis Louis Morès pour son accueil. Alors, l'idée du cycle, je crois que vous êtes familiers puisque beaucoup étaient déjà là aux précédentes séances, c'est d'apporter un certain nombre d'éclairages divers sur l'œuvre de Georges Simenon, d'offrir des points de vue renouvelés jusqu'à 360 degrés. C'est cette idée d'écrivain total, évidemment, et de multiplier les approches sur les différentes facettes de cet écrivain qui a, évidemment, vous le savez, fait l'objet d'une multitude de travaux. Et en préambule, je vais tout de suite essayer de me faire pardonner, et en vous disant que je suis un peu l'intrus de ce cycle, sinon un imposteur qui se démasque tout aussi vite, pour une raison assez simple. Je suis sans doute le moins simenonien d'entre vous, je pense. Je ne connais pas plus son œuvre qu'un lecteur lambda, à vrai dire. J'ai lu quelques-uns de ses romans régulièrement à partir de l'adolescence, mais par souci de divertissement. Maigret a souvent été une lecture de vacances, pour moi, sinon de plage, sans autre ambition d'approfondissement. Et donc je ne connais ni bien la biographie de Simenon, même si j'en dirais quelques mots, bien sûr tout de même, je suis un tout petit peu renseigné, ni ses écrits. Je n'ai relu aucun de ses livres pour cette séance, et donc je suis un peu béotien en la matière. Donc c'est une hérésie de me présenter ici aujourd'hui, mais je l'assume puisque mon sujet n'est pas l'œuvre textuelle de Simenon, mais bien ce que le cinéma en a fait, et il en a fait beaucoup de choses, on va le voir. Et en ces termes, je suis un peu plus à mon affaire, puisque le cinéma est mon principal domaine d'étude. Donc ce sera un vrai plaisir de parler ici de la manière dont Simenon a été porté au cinéma, car c'est à la fois, vous le savez, un auteur évidemment crucial, incontournable du roman policier francophone, et puis ça a été, et c'est toujours, une formidable matière pour le cinéma, puisque quantité de films, dont certains de grande qualité, on les signalera, ont pris son univers comme référence, et cela tout au long du XXe et du XXIe siècle, puisqu'il semblerait que les transpositions de son œuvre ne sont pas du tout près de s'arrêter. Alors, on l'aura compris, le titre de mon intervention aujourd'hui se donne sous une forme de clin d'œil, car je ne vais pas vous parler de la cinéphilie de Simenon, ou très peu. Je ne vais pas décrire en détail sa relation aux salles et vous raconter toutes les fois où Simenon est allé au cinéma. Quand j'annonce Simenon va au cinéma, je veux parler de son œuvre, bien sûr. Et c'est une formule qui m'est venue un petit peu en tête bêtement, et je l'aimais bien parce que finalement, l'œuvre de Simenon, ce n'est pas une œuvre qu'on a tirée vers le cinéma, comme certains auteurs ou certains textes que l'on adapte un peu malgré eux, et dont on se dit que la transposition sera audacieuse, sinon impossible, tant la matière d'origine semble assez peu faite pour le cinéma, comme si elle était vraiment trop littéraire en quelque sorte. C'est un sentiment qu'on a souvent, tous en tant que lecteurs, lorsque on va voir un film dont on a lu le livre précédemment et on constate un appauvrissement de l'univers littéraire par son, je vais le dire bêtement, par son encodage audiovisuel. Dans le cas qui nous occupe, au contraire, on a l'impression qu'un certain nombre de textes, et que Simenon lui-même jusqu'à un certain point, ont été très, très volontaires par rapport à cette adaptation à l'écran. On le dit souvent, Simenon est l'auteur, le romancier dont l'œuvre est probablement la plus adaptée au cinéma, ce qui est sans doute un signe du succès populaire, bien sûr, de ses romans, mais aussi d'une éventuelle, alors j'ai cherché le mot longtemps, non pas une prédisposition, puisque ce mot serait maladroit, très mal choisi, et je ne le pense aucunement, mais d'une sorte plutôt d'inclination d'une partie de cette littérature à pouvoir s'épanouir dans le langage audiovisuel. Alors on sait par ailleurs, et j'en dirai quelques mots, que Simenon était aussi un cinéphile exigeant, et il est clair que cet auteur était très clairement un spectateur. Alors d'une certaine manière, il n'est peut-être pas impertinent de penser que l'auteur écrivait non pas pour le cinéma, ce qu'il n'a jamais réellement fait, non plus de manière cinématographique, comme parfois on l'a lu, on l'a laissé dire de manière commode. Or, si vous interrogez les scénaristes, les dialoguistes qui ont travaillé sur Simenon, ils disent tous à peu près qu'ils ont extrêmement sué dans cette adaptation, que les choses ont été difficiles, qu'en fait la matière leur semblait assez évidente, et puis en la travaillant, en reformalisant les dialogues, ils avaient l'impression de perdre quelque chose résistait même dans les intrigues, dans le découpage en actes, et donc ces romans qui ont l'air si simples en fait à adapter ne le sont
Pas du tout. Et donc, cette idée d'une écriture cinématographique, je pense qu'on va la mettre de côté assez rapidement. Par contre, ce que l'on pourrait penser, c'est que Simenon écrivait avec le cinéma. C'est-à-dire avec une sorte de compagnonnage discret ou de dialogue secret, lui qui aimait les films, lui qui voyait beaucoup de films, et qui peut-être nourrissait un univers aussi qui demandait finalement à circuler entre la littérature et le cinéma. Alors, je vais vous proposer de manière la plus illustrée possible aujourd'hui de nous intéresser au rapport qu'entretenait Simenon avec le cinéma, et vice-versa, à travers l'évocation panoramique, forcément extrêmement rapide, pas du tout exhaustive, voire fugitive à certains moments, de toute une série de cas de figure filmiques, mais quand même, de manière, je pense, assez intéressante, puisque Simenon, c'est qu'un cas d'adaptation passionnant, c'est un sujet très vaste. Et donc, pour le faire, on va structurer la séance en 2 temps. D'abord, et en profitant du fait qu'assez récemment, il s'est tenu un printemps Simenon à Liège, avec toute une série de manifestations et un grand colloque, on m'avait demandé de faire le bilan des adaptations cinématographiques. Donc, comme j'ai bien travaillé à ce moment-là, je me dis, je vais reprendre une partie et je vais pouvoir vous offrir aussi cette espèce de bilan des principales adaptations de Simenon à l'écran. Une sorte de petit panorama avec quelques points de repère. Et ensuite, lorsqu'on aura dressé ce panorama historique, que j'ai quand même considérablement actualisé depuis cette intervention, je vous rassure, je vais revenir un peu en arrière et m'attarder sur la première adaptation de Simenon, qui pose des questions essentielles, me semble-t-il, sur la manière dont Simenon va au cinéma, pour reprendre cette petite formule, et donc nous finirons notre rencontre avec une étude de cas d'un film un peu matriciel. Je tease, mais je l'annonce déjà, il s'agit du Carrefour de la mort de Jean Renoir. Alors, je vais commencer par citer Simenon lui-même, pour commencer, et dire une phrase que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, parce qu'elle a été mise en exergue, et je l'avais mise en exergue d'un article pour les Cahiers de l'Erne il y a quelques années déjà. Je le cite donc, en le montrant à l'écran. « J'aime bien le cinéma, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Quand je vais au cinéma, c'est plutôt pour l'atmosphère, pour la publicité à l'entracte, pour les cacahuètes, pour les esquimaux glacés. » Alors, on reconnaît bien Simenon dans ce type d'interview, et un peu à la manière de certains de ses personnages, il balaie d'une réplique un peu anecdotique une interrogation d'une grande complexité, finalement. Comment le romancier, probablement le plus adapté du XXe siècle, considère-t-il le cinéma ? Et il répond en bottant en touche, en disant « j'aime bien les cacahuètes et l'atmosphère ». Or, on sait en effet que Simenon était assez fasciné par la puissance de l'image cinématographique, qu'il a été très vite méfiant à l'égard de l'industrie audiovisuelle, on dira pourquoi, mais Simenon, disons-le tout de suite, est un cinéphile au goût très sûr. Parmi les cinéastes qu'il admire énormément, il y a Erich von Stroheim, l'auteur de Folie de femme, 1921, Les Rapaces, Guide, 1924, ou encore Queen Kelly, 1928. C'est un des réalisateurs américains les plus ambitieux du cinéma hollywoodien muet, un grand peintre, parfois extrêmement cruel, peintre de la société, peintre des faiblesses de l'âme humaine, futur acteur aussi de Jean Renoir. C'est un nom qu'on va citer souvent, puisque Jean Renoir fait jouer Erich von Stroheim. Il est ici évidemment à droite de l'image, dans La Grande Illusion en 1937. Renoir, disons tout de suite, est un ami proche de Simenon, on aura l'occasion de le redire. Donc, si on connaît un peu le cinéma de von Stroheim, on comprend assez vite les liens entre Simenon et ce cinéma-là, et cette espèce de peinture sociale assez cruelle. Autre cinéaste qu'il admire énormément, c'est Georg Wilhelm Pabst, une des principales figures du cinéma allemand. Si vous ne connaissez pas Pabst, vous connaissez au moins de nom son fameux Loulou en 1929 avec Louis Brooks, et qui est un cinéaste qui plaît peut-être à Simenon aussi, parce qu'il est l'un des rares à cette époque-là à oser traiter très frontalement de sexualité. Simenon affirme aussi une admiration sans borne, et on le comprend évidemment, et sans surprise, pour Charlie Chaplin, vu là aussi peut-être la puissance de la peinture sociale de ces films, qui par contre n'est pas grinçante comme celle de von Stroheim, mais est largement ironique, on le sait. Puis plus tard, Simenon dira du bien de Clouzot, ce qui n'est pas tout à fait étonnant non plus, puisque Clouzot, c'est entre autres l'auteur du Corbeau, du Salaire de la peur, des Diaboliques,
Là aussi, c'est une œuvre dont la part de noirceur est assez importante et qui semble séduire Simenon. Et puis peut-être un peu moins attendu que ces cinéastes-là, où à chaque fois que je vous dis non, on se dit « Ah oui, on commence à tisser des liens entre l'œuvre de Simenon et ces cinéastes », il y a Fellini, à qui Simenon va attribuer la Palme d'Or en 1960 pour la Dolce Vita. Alors Simenon avait été promu président du jury du Festival de Cannes en 1960, ce qui en dit long sur la reconnaissance de sa cinéphilie. Il n'était pas là que pour les paillettes. Très clairement, lui donner cette présidence, c'était aussi la donner une personnalité de premier plan dont on savait qu'il aimait et qu'il savait juger le cinéma. Beau jury, à ses côtés se trouvait notamment le cinéaste Marc Allégret ou bien encore l'écrivain américain Henry Miller, donc du beau monde. Et j'ajoute que cette édition du Festival de Cannes était particulièrement bien fournie, puisque le jury avait pour mission de départager, dans un climat de polémique qui était assez important, puisque lors de la remise de la Palme, on a entendu beaucoup de sifflets, de disputes dans la salle, pour une raison simple, c'est qu'il y avait une forte concurrence. Je vous signale simplement les films qui se retrouvaient là en lice pour le palmarès. Il y avait L'Avventura de Michelangelo Antonioni, pas rien, La Source d'Ingmar Bergman, Le Trou de Jacques Becker, Les Voyous de Carlos Saura, Moderato Cantabile de Peter Brook, Les Dents du Diable de Nicolas Ray, ou encore La Jeune Fille de Luis Buñuel, et enfin donc La Dolce Vita de Fellini qui finit par remporter la Palme. Donc vous voyez qu'on est sur une sélection quand même extrêmement costaud, tous des absolument de très très grands noms du cinéma qui ont tous marqué de leur empreinte l'histoire du cinéma. Fellini, dit-on, rapporte-t-on dans les coulisses, c'est celui qui a vraiment fait pencher la Palme vers Fellini. Une forte amitié va d'ailleurs unir le romancier et le cinéaste, ce que révèle leur correspondance. Et on se dit que rien que cette sélection cannoise permet déjà de remplir la vie d'un cinéphile. Donc Simenon connaît et aime le cinéma, c'est une chose, je pense, entendue. Le cinéma lui a beaucoup rendu cet amour. La preuve, toutes ces adaptations et puis tous ces très très nombreux livres, sites internet, blogs, cycles de programmation, conférences sur le sujet. Alors d'une part, il faut pouvoir le dire, l'œuvre de Simenon, elle apparaît comme une vache à lait de l'adaptation cinématographique. Si on va prendre Simenon, c'est parce qu'on y voit des récits populaires, c'est-à-dire qui ont fait leurs preuves auprès du grand public. Les formes semblent simples, les personnages sont caractérisés, les intrigues criminelles sont bien ficelées, il y a une force dramaturgique évidente. Bref, c'est du pain béni pour une industrie qui est en perpétuelle recherche d'histoires captivantes, qui ont déjà fait leurs preuves auprès d'un public. On adapte parce qu'on sait évidemment que le succès des livres va entraîner un possible succès cinématographique. Toute l'industrie du cinéma mise toujours sur les best-sellers. Hier comme aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et les succès de librairie de Simenon vont nourrir cette industrie cinématographique. D'une part. D'autre part, Simenon exerce tout de même une séduction sur un nombre important de cinéastes qui ont des vrais projets esthétiques, pour ses qualités descriptives, ses peintures sociales, et puis surtout, beaucoup l'ont dit, pour une forme de tonalité atmosphérique, imageante, c'est-à-dire propre à créer des images, qui lui serait propre. Et c'est sans nul doute cette fameuse atmosphère simenonienne qui fait passer l'auteur pour un écrivain cinématographique en dépit des difficultés inhérentes à son travail d'adaptation qu'on a pointé. Alors, je ne suis jamais parvenu à faire un calcul précis et définitif du nombre d'adaptations. Pour toutes celles qui sont accessibles, en tout cas assez facilement, on tourne autour de 170-180 adaptations, puisque certaines sont des adaptations en cours, jamais tout à fait terminées, enfin, d'autres sont des films qui ont disparu. Bon, voilà, entre 170 et 180 adaptations pour le cinéma, pour la télévision, tout type de pays confondus et de productions confondues. Mais je ne fais pas du tout le détail de toutes les œuvres audiovisuelles qui sont largement inspirés par Simenon, bien sûr, ou qui cachent mal leur source d'inspiration. En tout cas, on voit bien que Simenon détient encore là un de ces records de profusion, de surabondance qui caractérise finalement tellement son travail et son identité. Alors bien sûr, dans une telle filmographie, le pire côtoie allègrement le meilleur.
la fidélité à l'œuvre écrite n'est que passagère, voire anecdotique. Il n'empêche que quelque chose de profondément fort, de suffisamment inscrit dans le texte de Simenon, malgré tous les nombreux obstacles d'adaptation, le financement de la production, le choix du casting, l'adaptation du scénariste, l'imagination des décorateurs, la sensibilité du réalisateur, essentiel. Donc malgré toutes ces transformations, en quelque sorte, il y a bien quelque chose de Simenon qui semble finir toujours par passer, de gré ou de force, avec plus ou moins de réussite, dans les images du grand écran. Une véritable matière de cinéma, pas facile à définir. Est-ce que c'est cette atmosphère, mot que lui-même, Simenon reprenait pour parler du cinéma, mot qu'on ne cesse de dire quand il faut qualifier ses romans, c'est vraiment une espèce de mot-clé pour essayer de parler de l'œuvre de Simenon. On va essayer de pointer cette atmosphère peut-être à travers quelques-unes des œuvres qui composent cette vaste filmographie. Alors le cinéma français, en premier lieu, naturellement, s'est intéressé à l'œuvre colossale de Simenon dès 1932. Et c'est d'abord le personnage du policier Maigret qui a retenu l'attention des cinéastes. Sur près de 60 films adaptés de ses écrits avant 1970, 14 films ont été consacrés au personnage du célèbre commissaire entre 1932 et 1968, grosso modo, dont 3 films où Maigret est interprété par Jean Gabin, d'où mon image, ce qui va forcément marquer fortement le personnage de son empreinte. Alors on le sait, je n'en parlerai quasi pas ici, mais je fais juste la mention, la télévision va très vite prendre le relais du cinéma en produisant à la chaîne des téléfilms sur Maigret, avec Jean Richard d'abord, avec Bruno Kremer ensuite, et puis de nombreux autres acteurs, en URSS, au Japon, en Hollande, en Allemagne, ou en Angleterre même. Avec la chose la plus surprenante, c'est en 2016-2017 la reprise par Rowan Atkinson, que tout le monde connaît, plutôt Mr Bean, où tout d'un coup ce Mr Bean se transforme en Maigret, que je n'ai jamais vu personnellement, mais dont on me dit le plus grand bien en fait, et que c'est tout à fait honnête. En tout cas, une très grande production audiovisuelle, télévisuelle, dont je ne vais pas du tout parler. Avec le cinéma, on a déjà bien assez aujourd'hui. Alors Simenon n'a collaboré au cinéma que pour les 2 premiers films, en fait, tirés de ses écrits. C'est les 2 seuls où il a été un peu investi, un peu engagé dans l'écriture et engagé dans la promotion. Ensuite, il s'est très vite désintéressé de tout ce qu'on pouvait faire de ses œuvres à l'écran. En tout cas, c'est le discours qu'il a tenu. Était-il vrai ou pas, je ne sais pas, mais on n'a plus de preuves d'engagement du tout, ni à l'écriture, ni au conseil de scénaristes, ni au conseil de réalisateurs. Il n'a pas soutenu des projets d'amis qui voulaient adapter, notamment Renoir, on en reparlera, qui a voulu adapter à plusieurs reprises. Simenon n'a pas fait d'efforts pour le soutenir. Et Simenon n'a participé à aucune promotion après les 2 premiers films dont il était un petit peu déçu. Je cite Simenon, « Voulez-vous m'expliquer pourquoi, si un de mes romans devait devoir donner un bon film, on commence par le transformer en une mauvaise histoire, dans le sentiment d'être systématiquement trahi ?» C'est une déclaration qui arrive très tôt dans la carrière de Simenon au cinéma, si je puis dire, puisque premier film 32, et c'est déjà en 36 qu'il a cette formule lapidaire sur laquelle il ne reviendra plus. Vient de paraître en librairie, si vous aimez un peu la bande dessinée, Simenon l'Ostrogoth, une bande dessinée, les dessins sont de Jacques de Loustal, scénario de Jean-Louis Bocquet, Jean-Luc Fromental et John Simenon, qui raconte un peu le départ de Simenon de Liège pour Paris, finalement, cette première manière dont il a réussi à prendre place dans cette industrie de la littérature, puisqu'il est d'abord une espèce de cheville ouvrière, vous le savez, de romans pour magazines, presse, etc. Et la fin du livre se concentre autour du voyage en bateau, qui était un de ses grands fantasmes du moment. Et il y a cette page, je me permets de pointer, où il signe des livres à dédicace à la chaîne. Il est très nonchalant. Vous le reconnaissez à sa pipe, évidemment, Simenon. Et le journaliste lui demande « Quelles sont les règles pour écrire un bon roman policier ?» Il répond sans même lever les yeux « Pas de règles, le roman policier est une invention d'éditeur. » On le reconnaît bien là-bas aussi. Et puis deuxième question que le journaliste pose, et là aussi il répond sans même sourciller « Votre commissaire Maigret ferait-il un bon personnage pour le cinéma ?» Il annonce, en effet, on est en août 1931, à ce moment-là, dans cette biographie. Nous verrons cela. Jean Taride a acquis les droits du Chien jaune et Jean Renoir prépare l'adaptation d'un Nuit du Carrefour. 3 petits points. Et il ne dit rien d'autre. Et effectivement,
La Nuit du Carrefour arrive. Et elle va donner le rôle du déjà célèbre commissaire Maigret, créé seulement 3 ans plus tôt, donc, à son frère, Pierre Renoir, dont le jeu et les attitudes réjouissent énormément Simenon au moment de la sortie du film. Alors, ça ne va guère durer, mais à ce moment-là, il est enthousiaste. J'y reviendrai en deuxième partie d'intervention, puisque La Nuit du Carrefour, c'est un fameux morceau dont on prendra un peu le temps de s'arrêter sur le film. En tout cas, c'est un film absolument passionnant et un cas d'école sur lequel on va revenir. En attendant, donc, c'est La Nuit du Carrefour qui gagne la course, si je peux dire, au premier film adapté de Simenon. Il y avait une concurrence entre Jean Taride et Jean Renoir pour être le plus rapide à pouvoir faire la promotion en disant « Simenon enfin au cinéma », c'était ça l'idée. C'est Renoir qui gagne, arrive juste un peu après Le Chien jaune de Taride, donc, et puis très vite, La tête d'un homme de Julien Duvivier, on est en 1933. Aucun de ces Maigret portés à l'écran ne remporte malheureusement de succès. Et aucun ne plaît réellement à Simenon, qui décide donc de ne plus accepter aucune proposition d'achat même de droits cinématographiques, tellement il est déçu. En fait, il n'est pas tellement déçu par les films, qu'il aime plutôt bien, sait-on, il est très déçu que ce ne soient pas des succès. Et donc, il supporte assez mal l'idée que les films tirés de son œuvre ne soient pas des succès. Et donc, il préfère ne plus vendre du tout au cinéma et rester uniquement sur ses succès littéraires. C'est un geste d'humeur qui ne dure pas longtemps, puisqu'évidemment, il y a beaucoup d'argent dans l'industrie du cinéma. Et donc, en 1939, on lui repropose d'acheter ses droits. C'est un film c'est le roman Le Locataire, mais qui ne verra jamais le jour. Il y a une partie du négatif qui a été détruite. On sait très peu de choses sur ce film. Par contre, ce qu'on sait, c'est que durant l'occupation, pas moins de 8 films seront tirés des œuvres de Simenon, dont l'intrigant Les Inconnus dans la maison d'Henri Decoing en 1942. Et Henri Decoing va notamment continuer à investiguer l'univers du romancier. Ce sera une heureuse source d'inspiration pour ses films, puisque 2 de ses meilleurs films, L'Homme de Londres et La vérité sur Bébé Donge, L'Homme de Londres c'est 1943, Bébé Donge 51, sont les meilleurs films de Decoing et très, très largement inspirés donc, par l'univers de Simenon. On peut dire que Decoing a donné son meilleur, en quelque sorte, à partir de l'œuvre de Simenon. Je m'arrête 2 secondes sur ce film, Les Inconnus dans la maison, qui était une adaptation en fait, du scénario par Clouzot, que Simenon tenait en grande estime, je vous l'ai dit, pour Decoing, justement. Dans le film, c'est le fameux acteur Rému qui joue un avocat ivrogne. C'est une véritable épave humaine qui est incapable de plaider depuis bien des années. Mais cet avocat va soudain sortir de sa torpeur pour défendre le petit ami de sa fille, qui le déteste par ailleurs. Et il y a un plaidoyer final, absolument magnifique, qui use tous les registres, où Rému, grand acteur, qui joue l'avocat, et dans la colère, l'empathie, la complicité, pour finalement faire se trahir le vrai coupable à la barre même. C'est un numéro d'acteur terriblement séduisant qui va donner ses lettres de noblesse à un sous-genre dramatique du cinéma français qui aura une belle vie. C'est le film de procès, ou les films de prétoire, comme on les appelle souvent. 2 des grands succès d'ailleurs actuels du cinéma français sont encore des films de prétoire. Justine Triet, Anatomie d'une chute, ou Cédric Kahn et Le procès Goldman. Rien à voir avec Simenon, mais on est vraiment dans ce genre-là. Pourtant, si on regarde bien et on contextualise un peu le film, le discours tenu par l'avocat est un peu moins séduisant que son grand jeu d'acteur, puisque le personnage fait en fait une véritable leçon pétainiste aux parents présents dans la salle qui sont accusés du relâchement généralisé des mœurs. L'avocat plaide pour un ordre patriarcal, fort, une idéologie vichiste. Et assez logiquement, l'œuvre qui aura du succès pendant l'occupation se verra interdite de projection à la Libération, trouvant que c'est vraiment là, un discours complètement vichiste qui est donné sur cette, par ailleurs, magnifique scène. Alors, sans tomber dans le jugement critique, le remake de Lautner en 1992 avec Belmondo dans le rôle principal ne pose pas du tout ce type de problème idéologique, donc ça c'est bien, mais par contre est aussi loin d'égaler la force dramatique de l'œuvre originale. Donc, on ne sait pas tout avoir. Rému est encore un homme déchu dans Monsieur la souris, signé par Georges Lacombe en 1942, l'adaptation due à Marcel Achard, dont on reconnaît bien la patte. Si vous connaissez Marcel Achard et ses pièces de théâtre, vous savez, ces clochards, ces clowns qui se donnent toujours du monsieur un peu vachard comme ça. On va retrouver ça, donc il y a vraiment une appropriation de Simenon par Achard dans le film. Et Rému est ici un sans-abri burlesque qui mène une enquête policière. Le thème très récurrent chez Simenon des apparences qui ne sont pas celles qu'elles sont, des habits qui ne font pas le moine, est ici exploité avec beaucoup d'amusement et de manière très joyeuse.
Alors parallèlement, la firme Continental, qui est une firme assez importante, avec une histoire très particulière, la firme Continental, c'est une société pour rappel, une société de production cinématographique française, mais avec des capitaux allemands, et qui est donc active durant l'occupation, financée par je dirais des capitaux allemands, mais aussi contrôlés, les dirigés par Alfred Greven, qui est un employé direct, évidemment, de Berlin. En fait, la maison est quasi créée par Joseph Goebbels lui-même en 1940. Et le but de cette maison, c'est tout simplement de contrôler complètement la production française. Alors, Alfred Greven, allemand francophile, ne va pas toujours tenir compte des ordres de Berlin. Il aura un comportement assez ambivalent, assez ambigu, qui a permis à la firme de produire certains films pas du tout en accord en fait avec la ligne du national-socialisme, et il a même fait travailler en les dissimulant un certain nombre de juifs. C'est une maison de production assez étonnante dans sa gestion, assez ambiguë. Je ne pourrais pas dire non plus que c'était un lieu de résistance, au contraire. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très ambivalent avec la Continentale. Et cette société va produire entre 1941 et 1944 de très nombreux longs métrages, une trentaine, dont certains très connus, L'assassin habite au 21 par exemple, ou Le Corbeau de Clouseau, sont devenus des classiques du cinéma français. La Continentale disparaît évidemment naturellement à la Libération. Mais donc la firme va vraiment se lancer dans une série d'adaptations des aventures de Maigret, considérant que là on est sur un cinéma sans danger, si je puis dire, sans prise de parti. Maigret est là incarné par Albert Préjean, notamment Picpus en 1943, ou bien Les Caves du Majestic en 1945, tous deux de Richard Potier. Il y a encore une période Cécile est morte de Maurice Tourneur en 1944, qui relève là clairement de la comédie policière, qui est un genre qui marche bien, comme L'assassin habite au 21 par exemple. Ce sont des films tout à fait dans cette mouvance-là, policier mais comédie. Et ici notamment il y a la présence d'un acteur un peu oublié aujourd'hui, mais un acteur Zazou, Gabriello, André Gabriello, dans le rôle de l'assistant de Maigret, qui est un peu pâteau et bafouilleur. Et je dois dire que ces problèmes d'articulation sont un vrai défi à la compréhension des dialogues. Je n'ai jamais rien compris de ce qu'il disait dans le film. Mais je crois que ça devait être exprès, que ça devait être très drôle. Aujourd'hui, ça paraît un peu daté. En tout cas, le film est très, très enlevé. Le médecin parle gastronomie face au corps d'une jeune femme décapitée. Maigret est la risée de ses collaborateurs qui n'arrêtent pas de lui faire des canulars. Le commissaire lui-même en arrive à insulter son supérieur en croyant qu'il parle à quelqu'un d'autre dans une forme d'imbroglio téléphonique. Donc voilà, il y a toute une série de petits bonheurs de la réplique accrocheuse, il y a un esprit de répartie. Et en fait, tous ces films, Picpus et les autres, correspondent à l'esprit du temps, du marché, qui apprécie vraiment ces films policiers qui flirtent avec la comédie ou la parodie. Le ton change, comme L'assassin habite au 21 par exemple, qui est un autre modèle du genre tiré de l'œuvre de Stemann. Le ton change à la sortie de la guerre, avec un film sur lequel je vais m'arrêter un petit peu, parce que je pense que c'est vraiment un film charnière. De retour après 3 années à Hollywood, Julien Duvivier va réaliser un chef-d'œuvre dramatique, qui est donc le film Panique, 1947, qui est tiré des fiançailles de M. Hir, qui est un roman dur, comme on les appelle, qui est paru, lui, avant-guerre, puisque les fiançailles de M. Hir datent de 1933. Panique, c'est une vraie date. C'est un film qui va donner une nouvelle ampleur aux adaptations cinématographiques de Simenon. C'est la rupture avec ces comédies policières. On entre, en effet, dans le dur, pour reprendre ce terme-là. On va s'arrêter un petit peu dessus. Alors, il faut contextualiser un petit peu et rappeler d'abord que Duvivier est l'auteur de plus de 75 films, un très grand auteur français. Sa carrière commence dans le muet. Il a marqué plus particulièrement le cinéma français de la période 1930-1960. Et parmi ses films les plus originaux, il y a... Le Voilà Duvivier, si vous ne l'aviez jamais vu, le voilà au travail de réécriture de scénario et puis derrière la caméra. Et on lui doit quelques grands chefs-d'œuvre que l'histoire du cinéma a gardé en mémoire, Pépé le Moko par exemple, ou Voici le temps des assassins. Cinéaste assez célèbre pour sa noirceur et son pessimisme, mais qui a fait de tout, et notamment son plus grand succès public est un film très peu pessimiste, c'est Le Petit Monde de Don Camillo, en 1952, donc... 5 ans plus tard. Voilà, donc. Mais revenons à Panique, qui sort dans un contexte particulier, puisque durant la Seconde Guerre mondiale, contrairement à Marcel Carné, qui était son grand rival, en quelque sorte, de cette période,
Marcel Carné, lui, va poursuivre sa carrière en France. Gérard Duvivier, lui, pendant la Seconde Guerre mondiale, part travailler aux États-Unis. Il va réaliser 5 films. Voilà, des films avec Charles Boyer, avec Keith Hayworth, avec Edward G. Robinson, avec Barbara Stanwyck. Donc, alors, ce sont des films assez mineurs à Hollywood aujourd'hui. Hein. Ils n'ont pas laissé une grande trace, mais on voit que ces qualités de réalisateur sont tout à fait reconnues par l'industrie hollywoodienne, qui lui confie quand même des stars de premier plan pour des films comme Lydia, Obsession, par exemple, ou L'Imposteur. À son retour en France, Duvivier va éprouver quelques difficultés à se réintégrer dans une industrie qui, forcément, a beaucoup changé, qui est en reconfiguration. On l'a oublié sans l'oublier. Il va avoir du mal à renouer le succès des années 30. Lui-même n'est plus tout à fait le même homme, après la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Et il décide de travailler sur ce film, donc Panique, véritable condensé des instincts les plus vils de la nature humaine, largement inspiré par, évidemment, la période de l'occupation. C'est peut-être son film le plus personnel, c'est peut-être son film le plus noir. Ce sera un échec cuisant, tant la critique et le public lui reprochent une volonté de refaire du réalisme poétique comme on faisait dans les années 30. En fait, c'est plus complexe que cela, puisque tous les éléments du réalisme poétique ont l'air d'être présents dans le film, tous ceux qui ont fait le succès de Duvivier avant-guerre. Par contre, tout est ici vicié, tout est ici retourné. Avant-guerre, même si dans le réalisme poétique, il pouvait y avoir quelques élans de noirceur ou d'optimisme à une période très forte, qui est celle qui correspond au Front populaire, entre 1936 et 1938, ces films français de réalisme poétique sont justement très, très enthousiastes, très volontaires, on a l'impression qu'on peut changer le monde. D'autres rappellent plutôt le poids du destin, hein, chez Carné spécifiquement. Mais même là, il y a toujours une dose d'espoir, d'optimisme sur l'humanité, d'échange, d'empathie. Et Duvivier ici reprend un petit peu les éléments du réalisme poétique, ces décors un peu féeriques, cette dimension du cadre un peu populaire, gouailleur, mais en fait va complètement transformer les choses en un discours désabusé sur la nature humaine. Et là, le roman de Simenon lui apparaît comme la matière parfaite pour pouvoir développer ce qu'il a envie de dire sur cette fameuse nature humaine qu'il a tant déçue autour de cette Seconde Guerre mondiale. C'est toute la vision du monde des films du réalisme poétique qui en prend un coup, en fait, à vrai dire, lorsque Duvivier montre tous les bas instincts, notamment de l'effet de groupe, puisque dans Panique, ça va être un groupe contre un homme. Et c'est cette manière d'aller hurler avec la meute, si vous voulez, qui dégoûte profondément Duvivier et dont il va faire le cœur du film. La haine ordinaire, l'effervescence de la violence, la manière dont elle s'étend comme une traînée de poudre, à cause de rumeurs, hein. Il s'agit de simples rumeurs dans ce film au départ, et puis ensuite d'une série de lâchetés individuelles et collectives qui vont mener le personnage principal au drame. C'est un film d'un pessimisme terrible, c'est un film magnifique de mise en scène par ailleurs, hein. Si vous ne le connaissez pas, n'ayez pas peur de cette noirceur, c'est un joyau noir, mais c'est un joyau. Duvivier en plus va mener le personnage à la tragédie, mais souvent dans les films de ce type, hein, on sait qu'il y a une justice qui est faite après. Voilà. Ici, pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une justice. C'est-à-dire que cette injustice est celle qui clôt vraiment le film, au-delà même de la tragédie, dont vraiment rien ne peut le sauver. Donc évidemment, film boudé par le public qui le prend mal, qui le prend comme un miroir tourné vers lui-même et qui lui rappelle les heures les plus noires, hein, de son existence et la moralité plus que fluctuante d'une série de personnes au moment évidemment de l'occupation. Tant et si bien que finalement Duvivier, après la mauvaise réception du film, on lui en veut même d'avoir fait un film qui tendait ce miroir-là. Eh bien, il décide de partir un certain temps en Grande-Bretagne. Il va tourner avec Viviane Leigh, notamment Anna Karénine, en laissant s'apaiser les choses, et avant de revenir. Alors, je vais vous montrer un petit extrait du film. Alors, si vous ne le connaissez pas, en 2 mots pour que vous puissiez suivre. Michel Simon, que vous voyez à l'écran, Monsieur Hir, donc, est un misanthrope, hirsute, hein, qui se révèle d'abord un peu inquiétant, en effet, puisque quand il va chez le boucher, il trouve que la viande manque de sang. Et tout le monde le regarde bizarrement, comme si c'était le dernier des vampires. Il attire un peu la méfiance des voisins et des commerçants parce qu'il est seul. Il a cette lourde silhouette. On voit qu'il épie une jeune fille en se cachant derrière les rideaux aussi de son appartement.
Et en fait, on découvrira, par le génie de la mise en scène, que c'est un homme tout à fait brave et sensible, infiniment romantique, et qui sera le bouc émissaire idéal condamné par la foule. Il y a 2 scènes magnifiques, une scène que je ne montre pas, mais que je vous évoque à travers ces photos, où il y a une fête foraine, et M. Hir décide de monter sur une auto-tamponneuse, et en fait, très vite, tout le monde va commencer à lui rentrer dedans. En fait, il va être le bouc émissaire. Et cette scène, qui commence de manière un peu amusante, finit par créer un vrai malaise. On sent bien la persécution qui se fait sur quelque chose qui serait anodin. Et en fait, cette scène trouve un écho dans la scène finale que je vous montre à présent. Je ne montre pas la toute fin. C'est pas un hasard si la risée et la moquerie commencent d'un bar qui s'appelle le Petit Caporal. Du Vivier, tout est toujours signifiant, évidemment. Rien que dans ce fragment, on peut remarquer ce magnifique travail sur la rumeur, ce bruit qui s'amplifie jusqu'à devenir assourdissant, évidemment, qui empêche toute vérité de surgir. Et puis ce deuxième temps, alors où tout d'un coup on passe à un silence qui devient un silence morbide, on l'a bien compris. Ce sont à la fois le bruit et le silence, deviennent de véritables étaux qui vont se resserrer sur le personnage, comme on voit ces images d'espace et de multitude, cette foule qui se resserre sur lui de manière très, très oppressante. On a dans ce film aussi l'une des plus troubles des vampes, des femmes fatales. Je pense que Duvivier la ramène en quelque sorte des États-Unis, enfin ramène le stéréotype de la femme fatale dans les films noirs des États-Unis pour le proposer donc à Viviane Romance. J'en ai rarement vu une femme fatale comme ça dans le cinéma français, à vrai dire, et qui va devenir le bourreau de Michel Simon. Il y a vraiment tout un matériau, en fait, un petit peu anglo-saxon, il est vrai, qui est intégré par Duvivier, et qui ne se repose pas que sur la cruauté du roman original, mais qui amplifie vraiment par sa mise en scène tout le malaise que peut susciter cette histoire dès les premières scènes du film, avec une photographie notamment très, très sombre, des ombres qui passent furtivement sur les visages, un peu expressionniste par moments dans les lumières et la gestion de cette voilà, des avant-plans, des arrière-plans. Voilà. Donc il y a une sorte de malaise qui s'instille peu à peu, des plongées, des contre-plongées assez fortes aussi, qui sont des schémas plutôt assez expressionnistes qu'on voyait assez peu dans le cinéma français. Alors le récit ne fait jamais le moindre mystère de la culpabilité d'un couple, en fait, à l'égard de M. Hir, qui est la victime, contrairement à ce que tout le monde va croire et penser, puisqu'on pense que c'est un assassin. Duvivier pourrait jouer la carte un peu pathétique, en fait, du personnage et se dire qu'on prend pitié pour lui. En fait, c'est pas si simple. Parce que notamment, M. Hir tombe dans le piège parce qu'il se laisse plus que séduire, en fait, par la jeune femme qui sera cette femme fatale. Et plusieurs séquences montrent que, malgré le petit cœur de chou qu'il est censé être et son romantisme, en vérité, s'il tombe dans le piège, c'est pour ses propres pulsions, c'est parce qu'il observe un peu trop une cuisse, un morceau de décolleté, que la caméra attrape les morceaux de chair, si je puis dire, de cette jeune actrice comme M. Hir pourrait les voir lui-même, et qu'on a une série de plans assez troublants et assez osés pour l'époque, où, par exemple, cette machiavélique Alice, puisque tel est son prénom, se retrouve assise au niveau du bassin, finalement, de l'homme qu'elle cherche à séduire. Scène assez embarrassante et gênante dans sa disposition, qui n'est pas le fruit du hasard, évidemment. Finalement, Duvivier montre que tous nous sommes victimes de bas instincts. Donc, rien ne peut être tout à fait sauvé dans Panique, si ce n'est la grandeur de cette mise en scène. Donc, une petite parenthèse pour dire que la version postérieure qui est due à Patrice Lecomte en 89 avec Michel Blanc et Sandrine Bonner est aux antipodes, en fait, de la version de Duvivier. Elle est réussie en tant que telle. Comparativement, elle paraît un peu pâle, sans doute aussi parce qu'il y a une histoire de contexte de production, que j'ai essayé de vous dire, et que, évidemment, M. Hir, à la sortie de la guerre, ce n'est pas tout à fait la même chose que M. Hir en 1989. Je referme cette parenthèse autour de Panique, mais elle est importante parce que le film a un enjeu sociologique, parce que le film va aussi être une source majeure d'inspiration pour d'autres films qui vont pouvoir oser utiliser Simenon de manière moins divertissante, si je puis dire. Je signale aussi que Duvivier avait déjà réalisé, je le dis tout à l'heure, mais La tête d'un homme, 3e adaptation cinématographique d'un roman de Simenon, et que donc il connaissait bien son œuvre.
Je dis aussi que, pour revenir à Simenon lui-même, qu'il était mécontent des 2 premiers films, même si La Nuit du Carrefour est un très grand film, on y reviendra, c'est un échec au moment de sa sortie, et qu'un temps, Simenon ambitionne lui-même de mettre en scène les films tirés de ses livres. C'est tous des incapables, finalement je vais le faire moi-même, et de lui-même commencer à mettre en scène les enquêtes du commissaire Maigret, et finalement il va céder sa place à un cinéaste chevronné qui est Julien Duvivier, qu'il admire justement, et on peut s'en réjouir, puisque Duvivier va vraiment faire de belles choses à partir de Simenon, dans La tête d'un homme comme dans Panique, le cinéaste évacue, je dirais, la simple mécanique de l'intrigue policière et se concentre vraiment sur une étude psychologique des personnages, la création d'une atmosphère urbaine, poisseuse à souhait, grande virtuosité technique. Les critiques ont souvent dit que grâce à Duvivier, Simenon a été encore plus proche de Dostoïevski. C'est une vieille scie de dire que Simenon est proche de Dostoïevski, mais en effet, la critique a souvent loué les films de Duvivier peut-être comme s'ils allaient à l'os de Simenon, en quelque sorte. Alors, la production cinématographique française n'est déjà plus la seule à s'intéresser à l'œuvre de Simenon. Un peu partout, on l'adapte, en Grande-Bretagne, Temptation Harbor, The Man Who Watched Trains Go By, The Midnight Episode, The Bottom of the Bottle, Joseph Cotten, 156, Stranger in the House. Voilà, peut-être que certains de ces films vous rappellent des souvenirs. On va trouver aux États-Unis, bien sûr, toute une série de films, The Men of Eiffel Tower, de Meredith en 1948, The Brothers Rico, par exemple, de Carlson en 1957, en Autriche aussi, je ne vais pas me risquer à dire les noms des titres autrichiens ici, en Allemagne, en Italie. En Italie, on nous dit carrément que Maigret à Pigalle de Mario Landi, c'est un des meilleurs Maigrets à travers le monde. J'aime beaucoup ce slogan qui ne prend pas beaucoup de risques, un des meilleurs Maigrets à travers le monde. Et puis en Belgique, quand même, Maigret dirige l'enquête de Stani Cordier en 1956, qui est un film à sketch, enfin un sketch pas drôle, mais je veux dire un film avec plusieurs courts-métrages, un rassemblement de plusieurs courts-métrages. Donc, impossible de recenser tous ces films, ce n'est pas le but de cette intervention. Alors, si la plupart de ces films sont d'aimables et d'honnêtes adaptations, qui prennent plus ou moins de grandes libertés avec les textes de Simenon, c'est toutefois en France qu'il faut toujours revenir pour voir les œuvres cinématographiques, je pense, les plus intéressantes, en tout cas celles qui ont laissé le plus de traces dans l'histoire du cinéma. Je ne peux pas m'arrêter, mais je pointe Marcel Carné. Alors, ce sont les films les plus mineurs de sa filmographie, dit-on très souvent. Mais il y a La Marie du Port, en 1949, première incursion de Jean Gabin dans l'univers de Simenon, que l'acteur va très souvent arpenter par la suite. Au bout d'un moment, on voyait Gabin à l'écran, on se disait « Ah tiens, ça doit être un Maigret » ou un Simenon, vous voyez. Et puis en 1965, avec Trois chambres à Manhattan, toujours Marcel Carné, mais qui ne sont sans doute pas les plus grands des sites de Carné. Il y a les films d'Henri Verneuil, qui ont eu beaucoup de succès, Le fruit défendu en 1952 avec Fernandel et Françoise Arnoul, ou bien un film à sketch, encore Brelandas en 1952, dans lequel sont mis en valeur les personnages de Simenon, mais aussi de Stemann et de Cheney. Et l'interprétation de Maigret par Michel Simon dans le film parvient à convaincre beaucoup de lecteurs qui se disaient très récalcitrants quand on annonçait que Michel Simon allait jouer Maigret. Et finalement, on retrouve beaucoup de traces dans la presse de l'époque qui disent que c'est un des commissaires préférés des spectateurs de cette époque. 1960, Verneuil tient encore le président de l'œuvre des Simenon, c'est encore Jean Gabin, il y a aussi Bernard Blier. Et puis une série de films assez académiques, il faut le dire, par des réalisateurs très académiques, Gilles Granger, Jean Delannoy, qui appliquent très consciencieusement le savoir-faire des studios français, sans beaucoup d'audace à Simenon, mais ça donne de bonnes adaptations, très classiques. Le sang à la tête en 1956, Maigret voit rouge en 1963, Maigret tente un piège en 1958, Maigret l'affaire c'est un fiacre en 1959, Le baron de l'Écluse en 1960. Voilà, autant de films qui sont construits sur la figure sévère de Jean Gabin, en Maigret ou pas en Maigret, peu importe, et qui est une véritable locomotive, évidemment, pour ce cinéma, qui est un cinéma sans surprise, si vous voulez. On parle souvent d'horizon d'attente. Les spectateurs qui vont voir ces films-là savent exactement ce qu'ils veulent voir, et leur donnent exactement ce qu'ils veulent voir. C'est-à-dire Gabin qui fait un peu le bougon, et vous voyez à quel point, sur toutes ces affiches, la personnalité de Jean Gabin est mise en évidence, évidemment.
L'acteur est cependant un peu mieux loti dans un film assez audacieux qui est En cas de malheur de Claude Autant-Lara, que je pense que vous connaissez tous, 1957, scénarisé par Jean Orange, dans lequel Gabin joue un avocat respectable qui fait exploser l'hypocrisie bourgeoise qui le cadenassait. Pour qui? Pour Brigitte Bardot, pour ses formes hypnotiques, sa sensualité, son animalité provocante. C'est un film très célèbre aussi pour le nombre de plans qui avaient été censurés à l'époque, dit-on. Film audacieux que Gabin regrettera d'avoir fait ensuite, dit-il, parce que il était mal à l'aise avec ce film-là, en disant que c'était pas un film qui partageait ses valeurs et que peut-être que le public ne lui pardonnerait pas. Il avait peur de ça, que finalement Gabin à l'écran c'était Gabin et tous les personnages qu'il pouvait faire se ramenaient toujours à lui. Et donc, quand il commençait à jouer des personnages un peu troubles, ce qui l'intéressait beaucoup, en fait, mais généralement, il le regrettait très vite dans la presse, après, de peur que une mauvaise image ne lui colle à la peau. Gabin, toujours, donc, qui retrouve un de ses rôles marquants en duel avec Simone Signoret dans le crépusculaire Le Chat, 1971, de Pierre Granier de Fer, où le travail du temps abject gâche tout, à commencer par L'amour, un film très, très dur aussi de ce point de vue-là. L'année suivante, le réalisateur met encore Simone Signoret en scène dans La Veuve Couder, un drame naturaliste à l'époque du Front populaire, où on interprète un personnage tragique et vieillissant qui s'attache à un voyou de passage. Ce voyou, malgré sa moustache, vous l'avez reconnu, c'est Alain Delon. Granier de Fer adapte encore 2 fois Simenon, Le Train en 73, qui rapporte la brève rencontre entre Jean-Louis Trintignant, petit artisan français, et Romy Schneider, en bourgeoise juive, dans un wagon de marchandises durant l'exode de 1940. Alors, l'occupation, c'est vraiment la toile de fond ici, qui permet une romance promise à la déchirure, on s'en doute. Et puis L'Étoile du Nord, en 82, toujours scénarisé par Jean Orange, très grand scénariste français, qui aura décidément beaucoup adapté Simenon et qui retrouve Simone Signoret, à nouveau attiré par un criminel, mais d'un genre bien différent. Il est incarné par Philippe Noiret, cette fois-ci. Et alors, Granier de Fer, en fait, a un petit problème, il n'arrive pas à finir le tournage. C'est Bertrand Tavernier, le jeune Bertrand Tavernier, qui vient finir le film. Et c'est précisément Bertrand Tavernier qui va, avec l'aide de Jean Orange et Pierre Bost, proposer en 73 L'Horloger de Saint-Paul, qui est une perle dans la filmographie de Simenon. C'est partie toujours des films que l'on célèbre dans cette filmographie d'adaptation. Philippe Noiret, un paisible artisan qui s'aperçoit finalement tout ignorer de son fils qui est en cavale après avoir, dit-on, tué un agent de sécurité. C'est un film que j'ai eu l'occasion de revoir il n'y a pas si longtemps. C'est un film très inscrit dans son époque, qui parle très bien des thèmes, des rapports entre les générations, du gauchisme, du terrorisme, de la violence patronale de cette époque-là. Le film laisse un peu de souffle à la contestation. On est dans la grande veine sociologique de Tavernier. Et en même temps, il y a un sens du récit, c'est bien conduit, et les personnages sont subtils. Et on se plaît souvent, dans les commentateurs de l'œuvre de Simenon au cinéma, à penser que Tavernier, c'est peut-être le cinéaste idéal. Enfin, était le cinéaste idéal pour Simenon, le plus adéquat. Tavernier, vous le savez, c'est pas du tout un reproche, puisque lui-même en était très fier, avait une absence volontaire de style. Voilà. Il avait une absence de volonté d'emphase. Il avait une maîtrise de la narration qui renvoyait autant à la qualité française qu'il aimait, qu'il admirait particulièrement, qu'à la tradition hollywoodienne et qu'il connaissait bien. Vous savez que Tavernier était un grand passeur aussi du cinéma américain, bien sûr, à travers des livres, des émissions, toute une série d'interventions. Et donc, il y a une exigence très technique de lignes claires, comme ça, simples, pointues en même temps, sèches. Il est tout simplement cinéaste, disait Tavernier, comme finalement presque l'impression d'entendre Simenon qui disait qu'il voulait être romancier tout simplement aussi, quoi. Alors le même type de réflexion vient autour de Chabrol. On regarde ces 2 adaptations cinématographiques, Le Fantôme du Chapelier en 82 et Betty en 91, 2 objets originaux, intrigants, troublants, conçus autour de très beaux couples d'acteurs, Michel Serrault, Charles Aznavour d'une part, Stéphane Audran, Marie Trintignant d'autre part, dans des relations qui sont basées sur des fascinations assez morbides, avec des personnages assez ambigus, comme très souvent chez Chabrol. On n'est pas loin d'un traitement fantastique par moments. Il y a une très grande férocité aussi, tout à fait plaisante. J'avance un petit peu, on se rapproche. Je vais très vite, je suis désolé, mais
le temps ne laisse aucun répit. L'ours en peluche de Ray en 1993 avec Alain Delon, En plein cœur de Pierre Jolivet en 1998, qui est le remake de En cas de malheur, qui reprennent les articles de Simenon, mais bon, ne se dégage pas, ne se démarque pas spécialement de la production ordinaire. Par contre, en 2004, Cédric Kahn, avec une belle distribution, Jean-Pierre Daroussin, Carole Bouquet, livre avec Feu rouge, un film vraiment cauchemardesque, avec une espèce d'épaisseur. Vous sortez du film comme si vous aviez vraiment fait un mauvais rêve, c'est assez étourdissant et inquiétant. Un couple se dispute, la femme disparaît dans la nuit, c'est le début, et le film est assez hypnotique, il se délite un petit peu, il y a des surimpressions qui dévorent l'image, le réel devient assez indéchiffrable. Voilà, Kahn a bien géré la matière Simenon pour en faire un grand récit d'angoisse. Alors c'est son seul film à ce jour, c'est le film du scénariste Jacques Fieschi, un scénariste très réputé, hein, qui a écrit les films de Maurice Pialat, de Claude Sautet, d'Olivier Assayas, pour ne citer que, et qui réalise La Californie en 2006, adaptation de Sans issue de Simenon, avec Nathalie Baye, Ludivine Sagné et Roche Dizem, sur les motifs des faux semblants, de la vanité, de la trahison. C'est assez réussi, assez vénéneux, assez épineux. On sent bien que l'intrigue simenonienne est surtout présente pour dépeindre des atmosphères, justement. Et donc finalement, rétrospectivement, on se dit que ces deux derniers films là marquent peut-être un léger tournant dans toute la grande litanie des adaptations qu'on vient dégrainer. Il semble que si on devait faire un bilan un peu synthétique et forcément peu nuancé, parce que je caricature un petit peu, hein, mais en allant un peu trop vite, sans doute, mais on peut quand même se laisser à dire que la littérature de Simenon a surtout servi à alimenter une voie très, très classique du cinéma français, qui, bon an, mal an, hein, correspond, obéit à une forme d'héritage de ce que certains ont nommé la tradition de la qualité, hein, cette période du cinéma qui avait été dénoncée notamment par Truffaut et tous les jeunes Turcs de la Nouvelle Vague, c'est-à-dire un cinéma de studio avec un savoir-faire de qualité, des acteurs populaires, des éclairages et des décors assez théâtralisés, un cinéma très, très calibré et sans surprise finalement, ce qui faisait dire à un critique des cahiers du cinéma en 1952, le cinéma français est mort sous la qualité, mort sous l'impeccable, mort sous le parfait. On ne fait plus en France que de bons films, fabriqués, léchés, présentés avec élégance, et c'est là le désastre. En effet, c'est une espèce de machine d'usine qui tournait comme ça avec Gabin, Simenon, et c'était succès assuré en quelque sorte. Alors, on a bien sûr le droit d'aimer tous ces films, hein, moi, aucun jugement critique par rapport à tout ça, mais il faut reconnaître que on a quand même l'impression d'une très longue série de films qui s'enferment dans une tradition de savoir-faire. Il est vrai qu'on va retrouver notamment des noms du savoir-faire français, Jean Orange, Pierre Bost, très, très vieux scénaristes qui ont travaillé sur le cinéma français de la tradition de la qualité, effectivement, et qui ont continué à travailler sur Simenon, qui ont, finalement, on se dit que Simenon a permis de propager ou de prolonger cette grande veine de cette qualité française. Alors, parfois avec des réussites, hein, puisque Orange a travaillé notamment sur Un cas de malheur ou L'horloger de Saint-Paul, qui sont des films tout à fait remarquables. Mais on voit bien qu'il y a une partie des œuvres de Simenon qui constitue ce qu'on appelle un cinéma de scénario, souvent, c'est-à-dire un cinéma commercial, de bonne tenue, pour des gens bien, qui se prolonge dans tous les films dans tous les téléfilms populaires, qui ont aussi un bon type de cachet, comme ça. Hein. Et donc tout ça est très bien, mais on pourra dire que ça sent un peu la pantoufle. Alors, c'est une belle pantoufle, hein, mais c'est quand même très pantouflard. Et, dans le cas de voleur, la dernière adaptation en date, Les Volets Verts de Jean Becker, c'est le tout dernier film tiré de Simenon, qui est une adaptation du roman éponyme de 1950, où vous voyez Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde. C'est un film qu'on a tout à fait le droit d'aimer, mais c'est un film aussi dont il faut le dire que le film est très figé. Il a l'air d'être... On n'a pas du tout l'impression que c'est un film de 2022, si vous voulez. Hein. Le film, il a l'air d'être fait en 1952. La réalisation est purement illustrative, c'est très lisse. Et il se trouve que la réalisation est signée de Jean Becker, qui est le fils de Jacques Becker, hein, grand cinéaste de cette tradition de la qualité. Et Jean Becker était déjà l'assistant de son père dans les années 50 sur ce type de film. Donc, il continue à faire, évidemment, ce qu'il sait faire depuis toujours. Alors, il y a heureusement, en tout cas, c'est pour ne pas être limité à une seule voie, une forme de rupture avec 3 films récents
qui se sont appropriés Simenon de manière bien plus personnelle et qui, là aussi, est libre d'aimer ou de ne pas aimer, mais on doit reconnaître en tout cas qu'il y a une forme d'audace dans la proposition, parce qu'il s'agit bien de proposition. Je pense à L'Homme de Londres de Bellatar, La Chambre bleue de Mathieu Amalric, ou encore Le Maigret de Patrice Lecomte, encore Depardieu, qu'on a vu aussi quelques autres fois. Mais bon, c'est le signe. À l'époque, c'était Gabin qui était dans tous les films. Aujourd'hui, c'est Depardieu. Avec Simenon, on va chercher les poids lourds du cinéma français aussi. Oui, les poids lourds. Pardon, commercialement, financièrement, je voulais dire, c'est vous qui avez l'esprit mal tourné là-dessus. Moi, j'étais très pur dans la manière dont je l'ai dit. Alors, 3 films différents mais des uns des autres, mais 3 films qui ont 3 points communs. C'est que l'intrigue passe au second plan. À vrai dire, j'ai envie de dire que même ils s'en fichent un peu, dans le fond, de cette intrigue, ces 3 réalisateurs et ces 3 films. Ce sont surtout d'abord des portraits complexes d'hommes blessés. On investigue la psychologie humaine, on la rend plus complexe à la fin du film qu'elle ne l'était au début du film. Donc c'est plutôt des propos qui vont en se densifiant. Et puis ce sont des films qui questionnent aussi l'expression cinématographique, soit par la mise en abîme, soit en travaillant les formes du langage cinématographique et les potentialités du montage. Donc ce sont 3 films d'auteurs qui ne se soumettent pas à l'intrigue, qui ne se soumettent pas au respect des personnages prédéfinis, qui n'ont rien à faire de cet héritage de la tradition de la qualité, mais qui vont vraiment se nourrir des romans pour réinventer. J'ai envie de dire qu'en fait, en une formule, ils ne servent pas Simenon, ils se servent de Simenon. Et dans le fond, c'est ce qui peut peut-être permettre de garder les choses vivantes, puisqu'il y a un dialogue assez fécond qui se fait avec l'œuvre. Le premier film des 3, c'est donc L'Homme de Londres, du réalisateur hongrois Bellatar, qui est un réalisateur d'une très grande modernité et qui fait des films assez longs en général, voire très très longs. Et cette adaptation de Simenon à l'écran, c'est pour moi, qui en ai vu un certain paquet, est peut-être l'une des plus déroutantes, en même temps l'une des plus hypnotiques. Alors, c'est un film qui est arrivé un petit peu miraculeusement, parce qu'il a eu de nombreux déboires de production, mais qui se vit comme une espèce de traduction visuelle du roman. Ce n'est pas une adaptation, mais bien une traduction visuelle, c'est-à-dire prendre une série de séquences, de scènes de ce livre forte, et voir comment est-ce qu'elles pourraient être portées à l'écran pour rentrer vraiment dans une forme de dialogue avec le spectateur. C'est en fait construit en une trentaine de longs plans séquences. Donc, vous voyez, on a très peu de découpage. On a à chaque fois une vraie durée qui est installée dans chacun de ces plans. Donc au total, le film dure un peu plus de 2 heures. On est dans une ambiance en noir et blanc, très contrastée, très nocturne, brumeuse. On est invité à la contemplation. En même temps, on regarde des choses qui sont assez empressantes, qui sont lentes, lancinantes. C'est une expérience assez radicale qui dépeigne le désespoir moral et la souffrance psychologique des personnages par des moments hiératiques de la caméra qui s'attarde sur les objets, sur les visages. Et on a l'impression que finalement les visages sont filmés comme des objets au bout d'un moment, comme si le monde lui-même se retrouvait réifié, transformé en pétrifié en quelque sorte, ou transformé en objet. Alors Bellatar, c'est un cinéaste sur lequel on a beaucoup écrit, c'est un grand cinéaste du temps, de la temporalité, de la durée au cinéma, donc forcément il travaille avec le temps long. Et je vous montre les 3 premières minutes du film, et vous allez vite voir que vous allez avoir l'impression que ça va durer 30 minutes. C'est déjà un exploit. Par contre, peut-être, je ne sais pas si c'est possible d'éteindre un tout petit peu, parce que comme c'est fort sombre, j'ai peur qu'on ne voit rien. Alors du coup, ça semblera encore plus long. Ouais, idéalement, oui. C'est derrière moi ? Ah, super. Super, merci beaucoup.
Ça, vous êtes toujours là? Alors oui, c'est un film avec une belle temporalité, comme on dit. C'est pas un film qui fait pour passer à la télévision, c'est pas un film dont on passe facilement un extrait non plus. C'est un film à vivre en salle, évidemment, puisque c'est une vraie expérience cinématographique qui est assez hypnotique. Hein. Là, comme ça, on peut penser que c'est un peu ennuyeux, mais c'est en vérité assez hypnotique. Mais ça tient de l'indicible, hein, mais rarement la matière noire de Simenon, l'atmosphère hein, irréductible et inimitable, mi-sèche, mi-poisseuse de l'univers littéraire de Simenon, s'est incarnée de la sorte à l'écran. Il y a une forme de transfiguration par le cinéma. C'est très sophistiqué, hein, Bellatar. Il faut le voir en pellicule. Il y a un travail sur le grain, sur la lumière. Il y a une forme d'épaisseur dans l'image. Elle est charbonneuse par moments, parfois un peu tactile. Enfin, vous êtes vraiment pris dans une expérience sensorielle très forte. Et le film, jusqu'à un certain point, hein, rappelle celui par lequel je vais finir, et on se rapproche, hein, cette intervention, qui est celui du Carrefour, d'un nuit du Carrefour, et sur lequel je vais revenir, bien sûr. Mais il y a peut-être, en effet, dans ce film-ci, une espèce de boucle qui se fait avec les tout débuts du cinéma tiré de l'œuvre de Simenon, avec l'œuvre de Jean Renoir. Je vais y venir, mais voilà, ne serait-ce que la comparaison de ces deux types d'images, évidemment, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Hein, du Carrefour qu'on a déjà évoqué, mais sur lequel je vais finir cette intervention. Je dis 3 films qui changent un peu la donne. En voilà un. L'autre, le suivant, c'est La Chambre Bleue, 2014, un film de Mathieu Amalric, qui joue le premier rôle aussi, qui est un film tout à fait vénéneux, onirique, cauchemardesque. Le film dure, est très court, lui, par contre, 1h15. Et pendant 1 heure, La Chambre Bleue est une enquête sans crime et sans coupable. C'est-à-dire à ce stade, il y a une forme de construction fantasmatique autour de l'adultère, de la culpabilité, d'un ou plusieurs meurtres possibles, on ne sait pas très bien, mais de manière à la fois charnelle, impressionniste, fluviale, parce qu'on est vraiment emporté, notamment par la musique, qui est une grande influence hitchcockienne, et fragmentée, parce que le film est aussi sous influence de Jean-Luc Godard, avec un montage extrêmement perturbant, des coupes franches qui arrivent pas du tout au moment où on s'attend à ce qu'elles arrivent, qui nous heurtent profondément, avec des effets de désynchronisation entre la bande-son et la bande-image, avec des mixages sonores qui permettent au bruit de venir étouffer les paroles. C'est vrai que la règle première du cinéma, c'est que quand on fait un mixage, c'est d'abord la voix, puis la musique, puis les bruits, qui sont censés un peu crédibiliser les choses. Là, il est l'inverse, et donc souvent le bruit passe au-dessus des voix des personnages. On ne comprend pas ce qu'ils disent. Il y a des filtres comme ça, des obstructions à la compréhension. C'est un cinéma qui rejoue aussi des expériences temporelles dans le montage, celles que vous connaissez bien et que Alain Resnais avait expérimenté, hein, dans Hiroshima mon amour par exemple, ou Je t'aime, pour le dire assez vite avec ces 2 films-là. Donc c'est un cinéma de la béance, c'est un cinéma qui a des trous, c'est un cinéma qui ne donne pas de réponse définitive à l'énigme, qui fait que chaque plan a l'air d'être un puzzle, mais que le puzzle il est impossible à reconstituer, en fait, à la fin, à ordonner. Là aussi, je vous propose de regarder un très bref extrait. Je pense que si je coupe simplement cette lumière-ci, ce sera bon.
Alors, on a un petit problème d'écho entre le projecteur et les haut-parleurs, mais de toute façon, vous n'auriez de toute façon pas très bien compris ce qui se dit, puisqu'effectivement, la musique recouvre les paroles, et donc c'est presque des voix silhouettes. On comprend ce qu'il est en train de se dire, il parle de sa femme, de son boulot, mais voilà, on ne sait pas très bien. On a cette fragmentation qui fait qu'on est dans le commissariat de police et en même temps on n'y est plus. La voix, en fait, du souvenir commence à repasser, mais pas de forme classique, comme si c'était vraiment un flashback. On est vraiment sur un mélange des temporalités en permanence. Et dans le dialogue, vous avez peut-être quand même réussi à entendre une phrase que dit Amalric, qui dit « La vie est différente quand on la vit et quand on l'épluche après coup. » La vie est différente quand on la vit et quand on l'épluche après coup. Ce qui, dans le fond, est presque une définition de Simenon. C'est le travail de Maigret, c'est d'éplucher la vie et de voir à quel point ce qui est vécu une fois n'est pas forcément ce que les personnages ensuite se souviennent, retrouvent, retravaillent. Et dans le roman, le récit est fait d'un point de vue unique, mais doublement distribué, puisque les rencontres amoureuses du couple adultère sont évoquées à la fois de manière entremêlée par les souvenirs du personnage de Tony, et puis par l'instruction du procès. Mais Amalric va complètement ouvrir le champ des possibilités dans le montage cinématographique, puisqu'il va aller très loin dans l'entrelacement des épisodes amoureux, domestiques, judiciaires, et dont le film est construit comme une forme de kaléidoscope, très troublant, de manière très picturale, un peu fétichiste aussi par moments. Il se débarrasse complètement, vous savez, de la chronologie linéaire qui se dit qu'il y a une cause et un effet. Eh bien ici, il va justement mettre du jeu dans la cause et l'effet. C'est une proposition aussi de très grande fragmentation de cette vie de personnage qui explose après le meurtre possible de sa femme, en tout cas elle est accusée à cause de cette relation adultère qui lui revient comme un boomerang dans la face. Enfin, le troisième film que je voulais évoquer, c'est Le Maigret de Patrice Lecomte, sorti en 2022. Je vais aller un peu plus vite sur celui-ci, puisque voilà, si vous êtes là, probablement vous l'avez vu. Si vous aimez Simenon, vous avez sans doute vu ce film. C'est un film assez roublard, qui se présente avec une facture parfaitement classique, comme s'il était le digne héritier de cette lignée de Maigret, de la tradition de la qualité. Lecomte, vous le savez, a une position un peu particulière dans le cinéma français, à la fois très populaire et en même temps très en quête de légitimité culturelle. On sait qu'il a un amour particulier pour les films de Duvivier et de Marcel Carné, justement. Il avait abordé aussi déjà Monsieur Hir, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, on pourrait penser que le film fait un peu un hommage à ce cinéma-là, assez classique. Or, le film prend vite un tour inattendu et devient un objet assez réflexif et assez complexe. Alors, le film, il est présenté comme adaptation du roman de Simenon, donc Maigret et la jeune morte, un roman de 1954. Mais, en fait, il semble faire la synthèse de tous les Maigrets qu'a Lecomte en tête, une espèce de synthèse de tout ce qu'il a pu lire, puisant dans tout le répertoire de Simenon, comme s'il s'agissait de produire une forme de cristallisation de ce qu'est Maigret. D'ailleurs, le titre du film, c'est Maigret. Genre le Maigret de Lecomte, en quelque sorte. La résolution du livre est d'ailleurs assez différente de celle du film, je crois. Le film joue de la référence visuelle, le film imite le passé, situe l'intrigue dans les années 50, à l'époque du livre, mais aussi évidemment, au moment où toutes les adaptations de Simenon triomphent sur les écrans et qu'on est vraiment dans ce grand moment de tradition de la qualité française. Donc c'est une double référence, si je puis dire. Il imite la forme de ces films, il les confronte à une stylisation extrême du langage filmique classique, en jouant avec les angles de vue, les plongées. Et l'intrigue ne parle que de faux semblants, de mise en scène. Maigret va même enquêter dans un studio de cinéma. On joue sur les prises de vue subjectives et les mensonges de ces prises de vue. On joue sur les reflets dans les miroirs, sur les images clichés. On fait de Maigret lui-même un observateur d'images. Quelqu'un qui n'est plus dans l'enquête en discutant avec les gens, mais quelqu'un qui va enquêter en essayant de comprendre la facticité ou la véracité de certaines images. Pour mettre à nu la scène criminelle, qui se double dans le film d'une sorte de mise en scène familiale et sexuelle des corps, mais si vous n'avez pas vu, je ne vais pas révéler la fin. Et puis enfin, ça n'a échappé à personne, bien sûr, le film devient le portrait d'un acteur, celui de Depardieu, qui se substitue pour l'enquête à Maigret, qui habite le film avec cette grande carcasse fatiguée qui est devenue la sienne, et du chagrin qu'il habite. Le film et certaines répliques font très clairement référence à sa propre tragédie d'avoir perdu un enfant.
Il y a vraiment une double lecture qui est présente. Et la mise en scène est largement contemplative, se tient très proche du corps de Depardieu, de son souffle même, qu'on entend très fortement. Et donc, il y a une espèce d'à la fois de volonté d'héritage et à la fois vraiment un côté un peu méta, un côté un peu réflexif sur la manière de l'aborder. Voilà donc 3 films qui, chacun à sa manière, constituent une proposition assez forte de cinéma d'auteur qui échappe aux horizons habituels de l'adaptation de Simenon. 3 films aussi, c'est intéressant, qui travaillent sur le temps. Le temps de la durée, le temps de la mémoire, le temps perdu. C'est les 3 mots-clés que je pourrais mettre pour chacun de ces films. Et on sait que cette idée, en fait, du temps qui dure, du temps perdu, du temps de la mémoire qu'on ne retrouve pas tout à fait, cette idée qu'il y a les vies vécues et puis celles qu'on épluche après ne sont pas les mêmes, c'est quelque chose qui a beaucoup obsédé et occupé Simenon lui-même lors des dernières années ces dernières années d'écriture, puisque à partir de 72, vous le savez, Simenon, qui a 69 ans, alors renonce au roman, mais n'en a pas fini avec l'écriture, puisqu'il va rédiger une très longue autobiographie, 21 volumes, dictant sur un tout petit magnétophone, explorant tous les méandres de sa mémoire. Alors voilà peut-être des perspectives pour les futures adaptations de Simenon au cinéma, de ne plus considérer simplement l'écrivain comme un écrivain d'intrigue policière, de récit de crime, ou même de psychologie humaine, mais bien un écrivain, dans le fond, qui parle du temps. En tout cas, ça peut être une voie d'exploration. Alors, pour finir la boucle, je voudrais revenir sur ce premier film que j'ai souvent annoncé, qui est La Nuit du Carrefour, 1932, qui est un film assez magnétique et un film assez peu vu. Je ferais bien un sondage. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà vu La Nuit du Carrefour? Voilà. Ah oui, 3 personnes quand même. Bravo. Vous êtes l'honneur de cette salle. Parce que c'est un film assez peu visible et assez mal aimé. Le film n'a toujours pas aujourd'hui de distributeur en France et en Belgique. Si je veux vous montrer une copie, je ne peux pas le faire. Il n'y a pas de copie numérisée, il n'y a pas de visa d'exploitation. Il y a juste un DVD qui est paru en 2016 et qui est assez médiocre dans sa qualité. Et donc finalement, il faut aller un petit peu dans les recoins les plus sombres d'Internet pour trouver des versions un peu regardables. C'est totalement insensé quand on rappelle que c'est une œuvre qui est le fruit d'une amitié entre 2 des personnalités les plus importantes de leur champ au XXe siècle. Jean Renoir, Georges Simenon. C'est assez dingue. Alors, cette relation personnelle entre Simenon et Renoir est ancienne. Ils se connaissent depuis une dizaine d'années déjà au moment de ce film. Simenon est né en 1903, Renoir en 1894. C'est donc une amitié qui a débuté entre 2 jeunes hommes, en fait, à ce moment-là, et qui va perdurer toute leur existence. L'écrivain vend directement les droits de son roman à Renoir, à l'été 1931, cette fameuse été qu'on a retrouvée dans la case de bande dessinée tout à l'heure, alors que le roman vient juste de paraître. Simenon travaille sur le scénario avec Renoir. En fait, il va s'impliquer. Ils vont s'installer à la Côte d'Azur, chacun dans une résidence, et puis passer de l'un chez l'autre pour écrire ce scénario. Et ce sera le premier Maigret à l'écran qui sort le 21 avril, quelques semaines seulement avant Le Chien jaune de Jean Taride, qui réalise au même moment. Et je dis, il y avait une course entre ces 2 productions pour être le premier film tiré de Simenon. Renoir n'est pas encore Renoir, c'est-à-dire que Renoir est un très jeune cinéaste à ce moment-là, qui cherche à s'imposer par tous les moyens dans l'industrie. Il tourne un peu tout, très éclectique, il aborde tous les genres, les uns après les autres. Et s'il le fait, c'est parce que, en fait, chaque fois qu'il y a une occasion, il dit « oui, moi, je filme, je fais ». Il a une volonté de tourner absolument. Et en fait, au moment où il a la possibilité d'avoir une Nuit du Carrefour grâce à Simenon, il est en difficulté, il n'arrive pas à tourner, les producteurs n'en veulent pas. Pour tout dire, les producteurs ne lui font plus confiance, c'est son biographe Pascal Mérigeau qui le raconte, puisque le film, aujourd'hui considéré comme un classique, mais son film précédent qui est La Chienne, est un petit échec à sa sortie, et donc il peine à trouver un financement pour ses projets suivants. Il se trouve que Renoir est le fils de l'autre, c'est-à-dire le célèbre peintre, et que donc il n'est pas sans fortune, et il arrive à acheter les droits à Simenon et monter lui-même une petite production. Il ne va pas mettre tout son argent là-dedans non plus. Et il se trouve qu'il apprend, tenez-vous, que le riche amant d'une jeune Danoise, qu'il avait rencontrée sans doute dans un bar, était disposé à participer au financement d'un film qui offrira à sa maîtresse de faire du cinéma. Or, si La Nuit du Carrefour intéresse tout d'un coup Jean Renoir, c'est qu'il repère qu'il y a un personnage de jeune Danoise dedans. Il l'a lu à sa sortie, étant ami avec Simenon. Et donc l'affaire est vite conclue. Vous voyez parfois à quoi ça tient un film.
Alors, ce qui explique que le film est produit dans une forme d'artisanat, puisque Renoir a produit lui-même le film, avec une partie de son argent et une partie de l'argent de l'amant de l'actrice principale donc, du film, qui n'est pas du tout actrice et qu'on a perdu de vue après complètement, qui s'appelle donc Wina Winfried. Il n'y a pas de... Voilà, c'est un argent qu'il a lui-même trouvé. Tout le monde n'est pas professionnel sur le tournage. Cette vedette danoise, évidemment, ne l'est pas. Elle a une étrangeté, elle a une drôle de manière de dire ses répliques. Elle hésite avec beaucoup de charme dans une langue qui n'est pas la sienne, avec son accent marqué. Et puis, je vous la montre. Elle a une vraie sensualité, une sorte de première femme fatale du cinéma français, avec une cicatrice sur la poitrine, comme c'est bien fait, qui l'oblige donc à se dénuder légèrement pour... Renoir disait lui-même, compenser un peu son manque de métier. Alors, le film se produit. Simenon salue pour des raisons évidentes de promotion la sortie du film de Renoir, et parce que c'est le film de son ami. Il est surtout très heureux de l'incarnation de Maigret par Pierre Renoir. Pardon, je vais trop loin. Dont il dira souvent qu'il est la meilleure incarnation de son personnage à l'écran. Pierre Renoir, frère aîné du réalisateur, donc. À cette époque-là, un homme de théâtre plus que de cinéma, qui a su imposer une sorte de force tranquille au célèbre commissaire, voilà, qui a débuté dans différents films, mais c'est surtout son frère qui le fait tourner. Et pour Paris Soir, en avril 1932, à la sortie du film, Simenon écrit les mots suivants, en revenant sur la production du film. Antibes 1931, décembre, Jean Renoir est là. Des heures durant, en pyjama, les cheveux en désordre, nous cherchons une chair pour Maigret. Car le scénario est prêt, le découpage est prêt, les décors sont prêts, la layette et le berceau, en somme. Il faut que Maigret naisse enfin à la vraie vie, avec un visage, des épaules, une voix. Sans nom défile. Enfin, le crayon bleu en souligne un. Pierre Renoir. Et c'est en mars, j'arrive à Paris. Une petite salle de projection, nous sommes 3 ou 4 à attendre. Sonnerie, obscurité, sonnerie pour lancer la pellicule. Maigret ? C'est Maigret. Il est né. Ne riez pas. Est-ce qu'on rit de l'émotion d'un père ? Maigret, qui après 3 ans est enfin un homme de chair. Je l'ai regardé vivre 2 heures durant sans rien dire. Sonnerie, lumière. Pierre Renoir est à côté de moi. Pierre Renoir ? Maigret ? Je ne sais pas lequel des deux j'ai embrassé, avec des yeux humides, en reniflant gauchement. Seulement là-bas, nous n'étions que 3 ou 4. Et Maigret doit naître une 4e fois, officiellement, solennellement, devant le public. Est-ce que son papa va avoir peur ? Jamais de la vie. Comme tous les papas, il est très fier. Son gosse est le plus beau du monde. Vous voyez qu'au niveau promo, il y va. On reconnaît bien cette espèce de fougue. Mais 20 ans après la sortie du film, alors qu'il l'a renié, qu'il était très déçu, qu'il ne voulait plus entendre parler de cinéma, etc., il écrit dans un livre très particulier, que vous connaissez sans doute, Les Mémoires de Maigret. C'est le commissaire qui revient sur sa vie en quelque sorte, et donc sa vie de récit. Et on peut dire la chose suivante. Avec le premier Maigret de l'écran, Pierre Renoir, la vraisemblance était à peu près respectée. Je devenais un peu plus grand, plus svelte. Le visage, bien entendu, était différent, mais certaines attitudes étaient si frappantes que je soupçonne l'auteur de m'avoir observé à mon insu. De tous les Maigrets, il y en a au moins un qui a eu le goût de tricher avec Simenon et de trouver que ma vérité valait mieux que la sienne. C'est Pierre Renoir, qui ne s'est pas vissé un chapeau melon sur la tête, mais qui a arboré un chapeau mou tout ordinaire, des vêtements comme en porte n'importe quel fonctionnaire, qu'il soit ou non de la police. Donc bel hommage quand même rendu de Simenon à cette incarnation de Pierre Renoir. Alors, bien vite, je vous l'ai dit, vu l'insuccès de ces films, il dira que ces 2 Maigrets sont des films ratés, c'est l'expression qu'il utilise dans la presse, mais il dédouane les cinéastes, il dit que ce n'est la faute sûrement pas de Renoir ni de Tari, il accuse les producteurs de ces films. On ne sait pas très bien qui c'est, on sait que c'est Renoir dans le cas du Carrefour. Mais voilà, Simenon était prêt à tout pour ne pas être associé à un échec. Mais Jean Renoir, lui, est très affecté. Lui qui pensait vraiment lancer sa carrière avec Simenon et enchaîner les adaptations. Renoir et Simenon avaient prévu en fait de faire 9 films ensemble. Renoir était persuadé que ces films allaient lui permettre de s'imposer, qu'un nuit de Carrefour permettrait d'initier le mouvement. Mais évidemment, c'est resté sans lendemain. Pourtant, Renoir ne veut pas renoncer à Simenon. En 1948, il espère tourner 3 chambres à Manhattan. Finalement, ce sera Marcel Carné, on l'a dit. Puis il veut envisager l'adaptation de La Fuite de Monsieur Monde, dont il n'existe, je crois, qu'une adaptation de téléfilm dans les années 2000. En 1950, il va encore tenter La Neige était sale,
qui sera finalement adapté par quelqu'un d'autre. En 57-58, il veut encore relancer le projet de 3 chambres à Manhattan, avec Leslie Caron, ça capote à nouveau. En 69, il pense à Il y a encore des noisetiers, en envisageant même d'en jouer le rôle principal, puisque Jean Renoir est un peu acteur aussi. Mais aucun de ces films de Simenon par Jean Renoir n'existe, à part La Nuit du Carrefour. Vous voyez que c'est une histoire vraiment avortée, qui n'a pas eu de conséquences sur l'amitié que portent les deux hommes, puisque le 17 mars 78, Simenon a 75 ans, Renoir 83 ans, et le cinéaste écrit sa dernière lettre connue à l'écrivain. Il y parle de, je le cite, « Notre amitié, plus forte que les distances entre les continents, tendre comme un souvenir d'amour, je t'aime, Georges, et tu m'aimes. » Donc, vous voyez, cette histoire assez forte. Alors, La Nuit des Carrefours, c'est un film maudit. On peut le présenter comme ça. Dès les premières histoires du cinéma, les fameux Bardèche et Brasillac, qui sont les premiers historiens du cinéma, le film est présenté comme une œuvre totalement incompréhensible. Et très vite, il y a une légende qui se met en place, c'est que l'on aurait perdu 2 bobines du film, à jamais. Légende entretenue par Renoir lui-même dans son autobiographie, qui semble faux. Une autre rumeur dit que Renoir lui-même aurait perdu une partie de son scénario pendant le tournage et n'aurait tourné que les scènes disponibles et ne serait pas rendu compte qu'il n'a pas tourné le reste. Enfin, un dernier potard rapporte que le film est décousu, car il a été tourné dans des conditions très peu professionnelles et que l'équipe était, la plupart du temps, sérieusement avinée, ce qui était probablement un petit peu vrai, ça. En vérité, aucune hypothèse ne l'emporte réellement, mais on imagine qu'il y a un peu de vrai derrière chacune de ces rumeurs. Sans doute que des chutes ont été un peu égarées au montage, sans doute que Renoir n'a pas su tourner tout le scénario qu'il voulait tourner, et sans doute qu'on buvait un peu sur le tournage. Si l'intrigue paraît décousue, si la gestion des ellipses n'est pas optimale, si le raccord final, enfin les raccords, quand on regarde le montage final, laisse supposer qu'il y a des scènes qui semblent peut-être manquer, soit parce que les choses sont perdues, soit parce que simplement elles n'ont jamais existé. Il y a un autre inconfort au film important, c'est qui est la qualité médiocre du son. Il y a un problème de mixage, de problèmes liés sur le mélange de sons de prise directe et puis d'ajouts verbaux lors de doublage post-synchronisé. On a du mal aussi à saisir les accents des comédiens. Il y a les Parisiens qui parlent à toute vitesse, les lèvres fermées sur leur mégot de cigarette. Et puis les personnages d'origine danoise, pas simple à saisir non plus, même quand ils n'ont pas de cigarette en bouche. Donc ça ne rend pas les choses toujours aisées. Mais il faut dire aussi que le cinéma, en 1932, est toujours un terrain d'expérimentation pour le son. Ça fait à peine 2 ans qu'on s'y essaye prudemment en France. Et donc Renoir expérimente et s'amuse de ces difficultés. En fait, tout a été inventé sur le mixage sonore. Donc regardez le film avec les yeux d'aujourd'hui, ou surtout les oreilles, l'écouter les oreilles d'aujourd'hui, c'est un peu fausser les choses. Et si on veut bien se mettre dans ce qui est possible à l'époque, on voit que Renoir en fait joue des masques sonores. La route, qui est l'élément narratif de première importance, structure l'espace visuel, mais aussi tout l'espace sonore. Le générique du début, d'ailleurs, c'est le générique du film, au début, ce sont que des bruits de moteur pétaradants et tout à fait saisissants, assez gênants même. Il construit aussi le développement dramatique autour de points d'écoute. Le micro est toujours attaché à la caméra, avec des jeux de profondeur de champ. Si les gens sont loin de la caméra, on les entend à peine. S'ils se rapprochent, on les entend plus fort. Il en est conscient, bien sûr, de ça. Ce n'est pas que de la maladresse, bien sûr. Il va jouer avec, sur ce qui est dit loin de la caméra, sur ce qui est dit proche. Et puis, visuellement, l'œuvre est tout aussi complexe, avec différentes strates de pénombre, des tons de gris sur gris, des scènes de grande obscurité. Un élément qui fascinait d'ailleurs un réalisateur comme Jean Vigo, qui en parlait avec beaucoup d'émotion, ainsi que le monteur de Jean Vigo, qui dit que finalement La Nuit du Carrefour, c'est un film qui arrivait à manier complètement les éléments de la nuit, de la pluie, du froid, qui joue un rôle plus important dans la vie de la majorité des hommes que les jeux fatigués de l'ambition ou de l'amour. Un certain englobement des personnages par le monde, une majoration de cette immersion parfois quasi météorologique qui agrandit la région des sentiments et l'ouvre à des résonances de terre ou de ciel. En fait, il est vrai que ce qui trouble beaucoup en regardant le film, c'est la puissance donnée, l'intérêt donné à la matérialité des éléments, aux forces de la nature, à la pluie, au brouillard. Une grande partie de l'intérêt du film est là. Et Renoir expliquait lui-même en 1961 que la raison de La Nuit du Carrefour est son admiration pour Simenon. Et il dit « J'admirais à ce moment-là
comme je l'admire maintenant. De là à essayer de tenter de rendre à l'écran ce qu'il rend si bien dans ses livres, il n'y avait qu'un pas. Le pas a été le tournage de La Nuit du Carrefour. Je demandé à mon frère, Pierre, de tenir le rôle du commissaire Maigret. J'ai trouvé une drôle de créature, une espèce de gamine bizarre de 17 ans avec un visage très pâle qui s'appelait Wina Winfried. Dans La Nuit du Carrefour, j'ai essayé de faire de Simenon. J'ai essayé de faire du Simenon. C'est important, ce du Simenon. J'ai essayé de donner cette impression que la boue colle quand on marche dans la boue et que le brouillard vous bloque la vue lorsqu'on marche dans le brouillard. J'ai essayé de faire ce que Simenon fait dans ses livres, à savoir transporter le spectateur dans une certaine atmosphère. Renoir revendique complètement ce fameux terme avec lequel on a débuté. On revient toujours à cette notion d'atmosphère. Alors je propose de regarder un bref extrait, on finira avec un commentaire après ce bref extrait. L'intrigue, elle est complexe et relativement peu compréhensible, je ne vais pas la redire ici. Surtout, il n'y a pas besoin pour rentrer dans la séquence que je vous montre. En un mot, simplement, tout se déroule entre 3 couples qui habitent 3 maisons autour d'un carrefour en banlieue de Paris, à Rainville. Le diamantaire hollandais Goldberg est retrouvé assassiné dans la voiture de l'agent d'assurance Michonnet, et elle-même est dissimulée dans le garage de ses voisins danois, qui sont des garagistes. Donc, tous les habitants du carrefour sont là. Il y a, en gros, un crime qui les mobilise tous, et Maigret se rend à ce fameux carrefour de la nuit qui donne son titre au roman comme au film. À la fin de l'année 1957, Jean-Luc Godard, dans un article un peu célèbre, des Cahiers du cinéma sur la lutte du Carrefour, évoque des personnages dostoïevskiens dans le décor d'une ténébreuse affaire de Balzac. Alors, c'est devenu un lieu commun, on l'a dit sur Dostoïevski, mais il se trouve que Renoir est un grand admirateur aussi de l'écrivain russe. Dans ses mémoires, il dit « Je voyais des princes Mishkin partout dans les années 20 et 30 ». Et donc, il y a quelque chose... Comme Simenon et Dostoïevski, et bien Renoir a aussi la conscience d'une forme de tragique.
lui-même qui avait été très marqué par la Première Guerre mondiale, sur les actes monstrueux auxquels il avait pu assister, mais auquel il avait lui-même participé. Alors, cette présence tragique, cette amertume, elle obsède beaucoup des personnages de Simenon, elle obsède des personnages de Dostoïevski aussi, elle se laisse apercevoir dans La Nuit du Carrefour, qui, plus qu'ailleurs chez Renoir, fera la part belle à l'humour dans ses autres films, l'ironie, le plaisir de la caricature. Ici, c'est en mode extrêmement mineur. Il y a quelque chose d'assez pétrificateur, d'assez médusant dans ce film, malgré des scènes d'action. C'était pour illustrer un peu le côté dostoïevskien. Malgré des scènes d'action, Maigret utilise son revolver et se bat physiquement dans le garage. Il y a des scènes de poursuite nocturne entre des véhicules qui se tirent dessus à la fin, qui sont assez époustouflantes. On a même dit qu'elles avaient été inspirées du Scarface de Howard Hawks qui est sorti juste avant. En vérité, non. Howard Hawks sort quelques semaines après en France, donc Renoir n'a pas pu les voir. Ces scènes, par ailleurs, je le dis, sont sans doute le fait de l'assistant de Renoir, qui est Jacques Becker. On boucle un peu la boucle de ce point de vue-là aussi. Donc, malgré la présence de scènes d'action, le film a quelque chose de très pétrifiant, de lent, qui joue très fort les latentes, vous l'avez vu. La création de temporalité est très longue. Combien de temps est-ce qu'on reste devant cette porte une fois que Maigret est rentré? On fait durer. Combien de temps il faut pour ce personnage, pour partir sur le carrefour? Vous avez au passage remarqué la manière dont les voitures jouaient des rôles de masques sonores aussi. Donc, temporalité très longue, exploration des lieux, photographie assez charbonneuse, des sons épars grinçants, il y a beaucoup de lieux pleins de mystères, des portes, des grilles, des surcadrages, qui sont comme des seuils que Maigret doit sans cesse traverser. Il y a vraiment une installation d'une ambiance, d'une atmosphère épaisse, pesante, brumeuse, climat très nocturne dans l'ensemble du film. Là, je vous ai montré les scènes les plus claires, beaucoup de scènes beaucoup plus obscures. Ça se passe vraiment de nuit, c'est le carrefour de la nuit après tout, ou la nuit du carrefour plutôt. Et donc le film est peu compréhensible, mais en fait ça importe assez peu, puisque Renoir offre moins une adaptation de Simenon qu'une vision de sa littérature, qui annonce peut-être, dans le fond, celle du cinéaste hongrois Béla Tarr, dont je vous montrais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui peut-être, à travers l'histoire de tous les films tirés de Simenon, dialogue entre ces deux grands films et La Nuit du Carrefour, qui est un modèle qui a été sauvé de la disparition par Henri Langlois, le directeur de la Cinémathèque française, et puis apprécié par de très nombreux cinéphiles, on a dit Jean-Luc Godard et bien d'autres. Dans ce film est envoûtant, il appartient bien sûr à un metteur en scène qui est à l'avant-garde à ce moment-là, c'est ce Renoir des débuts, qui s'intéresse davantage aux matières du visible, à la chair des acteurs, au noir de la nuit, à l'humidité de la pluie, à cette boue qui colle aux chaussures, on l'a dit, film qui se révèle magnétique et qui ouvre le temps avant qu'un certain académisme, on l'a dit, ne frappe peut-être les films tirés de Simenon pour les enfermer dans une forme plus théâtrale. Ici, on est sans doute dans une recherche réellement cinématographique. Seul le cinéma peut faire des films comme cela, alors que beaucoup des films qu'on a pu évoquer avec Gabin et d'autres auraient pu être très bien des pièces de théâtre, en quelque sorte, ou des captations de pièces de théâtre. On sent ça très fortement dans leur fabrication. Alors, c'est vrai qu'on peut espérer que cette recherche cinématographique se perpétue, se poursuive, sans qu'elle ne condamne la voie plus traditionnelle et accessible du polar et de ces autres films qu'on a décrits aussi. Et après tout, si Simenon devait retourner au cinéma, il serait sûrement très heureux que les films relevant de cette recherche cinématographique soient toujours présentes et continuent finalement de travailler ces modalités de description du monde. Mais il serait aussi très heureux, sans doute, que les films continuent à être des succès commerciaux et se faire dans une voie beaucoup plus classique. Donc, bref, comme on l'a dit au début, Simenon, finalement, veut toujours les cacahuètes et l'atmosphère. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.